fois, c'est évident, c'est clair que ça, c'était une expérience spirituelle puissante. Puis le lendemain matin, je vais me réveiller en disant, est-ce que la vie, c'est de la merde? Tu sais, quand la consommation est arrivée dans ma vie, très jeune ado, ça a été malheureusement un coup de foudre. Il y a eu quelque chose là-dedans qui me soulageait, qui me remplissait. Puis rapidement, j'ai su, j'ai vu, j'ai senti que ça allait être malsain. T'sais. Pour moi, c'était clair. Là, à 14-15 ans, déjà, je savais que j'étais indépendant. Puis que ça allait pas bien se passer. Salut à toi l'alcoolique, salut à toi la dépendante, salut à toi le poudré, le poteux, le toxico, et salut à toi qui veux cesser de consommer, arrêter de boire, pour la première ou la 12e fois. Tu te prépares peut-être depuis des mois où tu vas te décider sur un coup de tête ce soir. T'es peut-être juste écœuré d'être écœuré, de manquer de cœur, manquer tes rendez-vous, être en manque, ou t'as fessé le fin fond du bas fond, t'as frappé ton enfant ou t'as frappé le poteau du réel avec ton char. En tout cas, il est pas trop tôt, mais il est jamais trop tard. Je peux arrêter quand je veux. Facile à dire quand tu veux pas arrêter. En tête pompette au 5 à 7 ou de torcher à face de 7 à 5, l'équation est simple. Mais l'heure a sonné. Oublie le défi 28 jours, c'est 27 jours de trop. Un jour à la soif, un jour à la fois, et même une heure à la fois s'il faut. C'est tous nice égaux. Il y en a qui ont plus d'ego que d'autres. Front de bœuf, tête de cochon. On est bon pour tout saboter. Ce sera pas facile, ce sera pas magique. OK, ta détresse est exceptionnelle, t'es unique, mais t'es pas seul. On est des millions qui luttent, qui cherchent à survivre, à éviter la rechute. Et moi le premier, dépendant, alcoolique non pratiquant depuis 15 ans, 7 mois et quelques jours sans une goutte. Mais la bouteille me guette encore. Le vaste vide chevillé au corps, c'est mieux que c'était, mais c'est loin d'être parfait. Tu sais, quand on consomme, la vie c'est vraiment rough. Mais je te le jure, quand on arrête de consommer, la vie, c'est vraiment rough. Mais moins pour tes proches déjà, qui ont plus besoin de te ramasser puis de ramasser tes dégâts, qui peuvent recommencer à te faire confiance. Il y a tellement de promesses que t'as pas tenues. T'as l'air d'une cible pour le climat, des bonnes intentions de l'ONU. Plus facile pour ton corps aussi, pour ton compte en banque, pour ta famille, tes amis puis ta face dans le miroir. Tu vas voir plus clair. Tranquillement, tu vas reprendre le dessus, arrêter de dormir debout et recommencer à rêver. Mieux. Tu vas réaliser tes rêves. Aller au bout de tes études, tes projets, tes relations, tes poèmes à télé. Dans nos rangs de résilients maganés, on compte un paquet de génie. T'es pas tes fautes, ni ta folie, ni ta maladie. Ça explique bien des affaires, mais ça excuse rien. T'es responsable de ce que tu fais avec. Pas évident de dégeler la frette. Va chercher de l'aide, un peu de chaleur humaine. Garde l'esprit ouvert, rentre en thérapie fermée. Ou va voir un psy. Va te rencontrer toi-même dans un sous-sol d'église. Chaise en plastique, café gris et tout l'accueil des NA, AA, GA, CA, etc. Prends tous les moyens possibles pour soigner ton cœur, ta tête et tes dépendances. T'es plus belle que tu penses. T'es plus beau que tu crois. Et si un jour nos routes viennent à se croiser, ça me fera plaisir de ne pas prendre un verre avec toi. Salut à toi, Eve. OK. Fait chaud aussi. Je braillerai pas, là. On est correct. David, auteur, poète dans le Larousse. Dans le Robert. Dans le Robert, excusez, pardon. Éventuellement le Larousse, mais oui, Mais en oui, c'est ça. 2024, on commence par le Robert. Wow. Ouais, c'était une belle surprise, ça, cette année. Impressionnant. Impressionnant. Colin, que ça me touche beaucoup. À chaque fois que je t'entends la lire, cette lettre-là, ça me pogne au cœur. J'ai de la misère à parler. Ben, c'est ma préférée de toutes celles que j'ai pu faire. C'est la plus utile, je crois, celle qui a la plus belle vie. C'est pas celle qui... ciel, ouais, beau lapsus. On va parler de puissance supérieure, donc c'est pas ciel qui ramasse le plus de millions de vues, mais c'est clairement une lettre qui, chaque semaine, amène son lot de discussions et de rencontres avec des gens qui ont envie de se rétablir un 24 heures à la fois. Il y a beaucoup d'espoir, je trouve, dans cette lettre-là. C'est ça qui me touche le plus, c'est qu'il y a de l'espoir. Parce qu'à la fin de la consommation, j'en avais plus. Fait qu'à chaque fois que tu l'as fait, ça me touche pour ça. Parce que j'ai retrouvé l'espoir. C'est extraordinaire. C'est pour ça qu'on s'appelle Grain d'espoir. On Et donne voilà. un peu On des plug. petites doses d'espoir. Fait que merci Ève Salvaille, co-animatrice du podcast. Puis on a aussi notre intervenant qu'il faut souligner, le Jean-Claude Télémac, avec qui on a parti Grain d'espoir. David Goudreau. Ça fait très longtemps qu'on veut t'avoir sur le podcast. Hein? Ça fait longtemps que je voulais venir. On a essayé, on a regardé des dates et tout, mais je suis en pleine tournée de spectacle, c'est difficile. On a enfin trouvé le moment
Ouais, me ben, voilà prêt à discuter avec vous. moi, il faut que je te dise, au début de mon rétablissement, là, mon frère, c'est un grand fan de tes œuvres. Il va souvent te voir en spectacle. À la fin d'un show, il est proche du bar, il se commande un drink. Lui, il n'est pas comme nous. Fait qu'il commande un drink, puis là, toi, tu arrives au bar, il veut t'offrir un drink. C'est le gars, type de personne comme ça. On est italien, hein, fait qu'on on boit pas tout seul. Fait que là, il dit Hey David, j'aimerais ça, est-ce que tu veux une bière? Puis là, tu lui as dit que tu consommes pas. Et là, il a compris tout de suite. Et tu m'as dédicacé un livre. Je dis tu m'as parce qu'il m'a offert le livre, puis il y avait mon nom. Puis c'était au tout début de mon rétablissement. C'était écrit, je crois, frère de rétablissement, bon 24 heures ou quelque chose comme ça. Fait que j'ai lu ton œuvre. La bête, c'était dans ce livre-là que tu l'as dédicacé. On s'est rencontrés par le livre. On s'est rencontrés par ton livre. Exact. Fait que moi, quand j'ai décidé de partir le podcast, puis tu peux demander avec Jean-Claude, j'avais dit à l'équipe, il faut qu'on aille David Goudreau. T'sais, il faut que tu viennes. Puis aujourd'hui, c'est comme si tous les as sont alignés. On est avec Eve, nouveau studio. D'ailleurs, merci à l'équipe de 760 Médias. On enregistre pour la première fois ici, puis c'est toi. On part ça avec toi dans ce studio-là. Je ne pouvais pas demander une meilleure journée. Je ne pouvais pas demander un meilleur moment pour vivre ça. Puis, tu sais, toi, par l'attrait, juste par l'attrait, tu as été un attrait pour moi dans mon rétablissement. Aujourd'hui, tu as plus que 15 ans de rétablissement. En juin, tu vas prendre 16. Non, en octobre, en fait. En octobre, oui, avant l'Halloween. Exact, le 29 octobre. Moi, j'ai décidé d'enlever les masques et d'arrêter de jouer au clown juste avant l'Halloween. C'était ça le timing. C'est tellement bien dit, c'est symbolique, effectivement. Mais qu'est-ce qui t'a amené le 29 octobre, il y a 15 ans, à dire « That's it, it's over, c'est fini, je suis tanné ». Tu vois, c'est particulier parce que quand je suis arrivé dans le rétablissement, on me parlait beaucoup du bas fond. Beaucoup de gens disaient « il faut que tu arrives à un bas fond ». Puis moi, je me disais, il me semble qu'il n'y a pas eu un événement, il n'y a pas eu un bas fond. Puis avec le recul, j'ai réalisé en fait que j'ai rebondi sur le bas fond pendant des années, que j'ai été vraiment dans un grand état de détresse avec la consommation pendant très longtemps. Déjà adolescent, je savais que j'avais des problèmes de consommation, c'était clair. Puis j'ai étiré ça sur une très longue période. Avec le temps, je suis même capable de dire que enfant, j'étais dépendant bien avant ma première consommation. Puis il y a même une anecdote qui, je trouvais très, très parlante, qu'on reconnaît des comportements de dépendants, puis qui parle aussi de ce vide intérieur que je pouvais ressentir et toute l'obsession, la compulsion, qui est le cœur de la maladie, selon moi, de la dépendance et de l'alcoolisme. Mon père m'a mis en punition. Je me souviens plus pourquoi, mais j'y fournissais d'excellentes raisons. Et il me dit tu restes dans ta chambre, je pars 15 minutes, tu sors pas de là. Et dès qu'il sort de la maison, évidemment, moi, je me garoche dans sa chambre à lui pour aller voler de l'argent. Je savais où il y avait son argent. Je vole de l'argent, j'appelle le voisin. Viens-t'en, ça presse, tu vas aller acheter des colonnes Tortue Ninja au dépanneur. Je vais te donner ta cote. Je donne l'argent, cours au dépanneur avant que mon père revienne. Moi, je fais de la watch d'instant. Je regarde là, mon petit voisin qui court dans la rue. Il revient avec les paquets de collants. Je prends ça, je lui donne son paquet, d'écrit. Je descends dans le sous-sol, tatata. Puis là, je me mets à compulser dans les sachets à regarder ça, tu sais. Puis j'ai ce souvenir-là fort de me dire, wow, tu sais, quel comportement de dépendant, de rechercher à l'extérieur de soi, puis à travers une certaine, oui, compulsion, mais aussi la malhonnêteté, parce que l'honnêteté, tu sais, c'est vraiment un des principes spirituels de base quand tu veux te rétablir, parce que sinon, tu peux pas y arriver. Tu sais, c'est vraiment l'honnêteté, l'ouverture d'esprit, la bonne volonté. Tu sais, je trouve que c'est vraiment les assises. Donc, déjà enfant, je pense que j'avais ce grand manque de foi. Je n'étais pas un enfant qui croyait que ça allait bien se passer. Tu sais, on va parler de spiritualité sûrement. Moi, je pense qu'il y a toute une dimension spirituelle à la maladie, déjà à la base, qui est un manque de foi, de ne pas croire. Puis, c'est pas dans le sens religieux, tu sais, parce que il y a beaucoup de gens qui font confiance à la vie sans nécessairement que Dieu soit dans le décor. Mais moi, je n'ai pas le souvenir d'avoir fait confiance dans ma jeunesse que ça allait bien se passer. J'ai toujours été anxieux, j'ai toujours été dans l'appréhension. Puis, quand la consommation est arrivée dans ma vie, très jeune ado, ça a été malheureusement un coup de foudre. Il y a eu quelque chose là-dedans qui me soulageait, qui me remplissait. Puis, rapidement, j'ai su, j'ai vu, j'ai senti que ça allait être malsain. Tu sais. Pour moi, c'était clair. Là, à 14-15 ans, déjà, je savais que j'étais indépendant et que ça allait pas bien se passer. Mais j'aime ce que tu dis parce que tu fais une nuance qu'on essaye souvent de faire, que c'est d'arrêter de consommer, c'est pas toute la job.
Ah, c'est le Quand tu début. nommes que le comportement, les pensées de compulsion sont avant la première consommation, ça fait bien du sens. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est Absolument. Puis non seulement l'arrêt de consommation, c'est juste le début du rétablissement. En fait, ça rend le rétablissement possible. possible. Mais pour moi, c'est deux choses très distinctes, le temps d'abstinence et le rétablissement. Puis, tu peux cumuler beaucoup de temps d'abstinence et avoir de grandes éclipses de rétablissement aussi. C'est deux Ouais. choses. C'est Il y a bien bien dit. du monde, il y a des gens qui ont différentes. beaucoup de temps Ouais. d'abstinence, Ouais. mais ne sont pas en rétablissement. Donc, ils n'ont Exact. pas mis en pratique un certain mode de vie. Ouais, puis ça peut aller et revenir. Tu sais, d'ailleurs, on parle parfois d'éveil spirituel. Puis l'autre fois, j'ai eu ce flash-là. Je dis oui, j'ai eu plein d'éveils spirituels, mais je suis narcoleptique. Je me rendors. Donc, j'ai un éveil spirituel. Parfois, j'ai des moments J'adore des ça. émerveillements. Ouais, Puis c'est après, Mais je pense que toi-même, je tu dis que retombe. tu es stoïque dans le sens que tu essaies d'adapter cette philosophie-là dans ta vie parce que tu dis que tu n'as pas le bonheur facile. Fait que Non, même, vraiment même pas. si tu consommes pas, tu n'es pas sur le pink cloud tout le temps puis tu es tout le temps heureux, même si nous, on a l'impression de te voir comme étant un gars qui est tout le temps pépé, souriant, tu as l'air d'avoir une joie de vivre incroyable. Mais quand je t'entends dire ça, ça me dit, oh my God, OK, fait que moi, je suis normal parce que moi, je me sens comme ça aussi. Et comme Moi, là, moi. j'ai tout pour être heureux. Mais des fois, je me Voilà. réveille puis je suis juste d'humeur égale. Je suis en Ouais. crise. Exact. J'ai un ami, Guy, lui, qui a cette image magnifique où il dit j'ai la bouche pleine, mais ça goûte à rien. Tu sais. Oh, j'aime ça. Et oui, je peux avoir ces difficultés-là. Puis tu sais, ça fait un lien aussi pour terminer la réponse par rapport à comment je suis venu au rétablissement. C'est que dans cette difficulté-là, à trouver la joie de vivre ou à être même juste rassuré, à me dire que ça va bien aller, les substances ont rempli. Jusqu'à un certain point, ça a été une béquille efficace. Tu sais, il n'y a personne d'épais ici. Là. Tu ne vas pas consommer s'il n'y a pas un gain, s'il n'y a pas un Ça fait intérêt. pas la job, là. Sauf qu'à un moment donné, c'est que le gain devient bien plus faible que ce que ça te coûte de sommeil, de fatigue, de trahison, de blessures, de plein d'histoires compliquées. Puis, moi, ce qui est arrivé pour vraiment l'arrêt de consommation, l'anecdote est particulière. Moi, j'ai été ce qu'on appelle un alcoolique fonctionnel, puis alcoolique dépendant. Là, tu sais, j'avais malheureusement une belle ouverture d'esprit au niveau des substances. Et je mélangeais tout ça, mais c'était vraiment l'alcool qui prenait le plus de place. Mais j'étais fonctionnel. Donc, j'ai réussi à rester à l'école, puis en même temps, ça me permettait de protéger ma consommation parce qu'en étant fonctionnel, on me laissait un peu plus tranquille, ou en tout cas, on me permettait d'emprunter puis de déménager autour de la consommation. Et j'ai pu poursuivre cégep université. Je suis devenu travailleur social. Je travaillais dans un centre de prévention du suicide et j'étais suicidaire. Tu sais, j'étais en détresse psychologique. L'ironie. Oui, effectivement, il y a une Ouf. forme d'ironie cruelle, une ironie Oui. cruelle. Tu sais. Puis je tiens à dire qu'on n'est pas obligé d'avoir souffert pour être un bon intervenant. Tu sais. Il y en a plein des bons TS, des bons psys qui vivront pas de la détresse comme ça puis qui vont être excellents. Moi, il a fallu que je passe par là. Peut-être que ça m'aide avec les dépendants parce que je comprends viscéralement ce qu'ils vivent. Mais donc, j'étais travailleur social avec des idées suicidaires. J'étais en détresse depuis des années. La consommation prenait beaucoup trop de place. Et à un moment donné, je suis allé à un congrès canadien en prévention du suicide à Québec. C'était 3 jours. Le thème, c'était suicide et dépendance. Et là, pendant 3 jours, il n'y avait que des statistiques qui parlaient de moi. Ce n'était que les personnes qui passent à l'acte qui se suicident. La majorité a un problème de dépendance. La majorité sont en comorbidité avec de l'anxiété ou de la dépression. C'est telle tranche d'âge, c'est telle substance et tout. Puis j'étais sûr qu'elle allait mettre une diapositive avec ma face. Tu sais, un moment, j'étais comme, voyons, tu sais, c'était vraiment confrontant fois 1000. Je savais que j'étais dépendant, mais là, c'était vraiment confrontant. Et là, tout le monde faisait des blagues. Tu sais, on va aller au 4 à 7, tatata, tu sais, puis tout. Inquiète-toi pas, je vais aller au 4 à 7, je vais ramasser tout ce qui est gratis que je peux, puis après, je vais aller en ville trouver autre chose, puis demain matin, tu sais, je vais être dans un autre état. Mais j'ai vu dans les statistiques à quel point il y a peu de choses qui fonctionnent pour arrêter la consommation et durer dans le temps. Voir un psychiatre, c'est pas un gros score. Voir un psychologue, c'est pas un gros score. Médicaments, psychologue, médicaments, psychiatre, non plus. Les meetings, faire de la réunion de la fraternité anonyme, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est Oui, prouvé scientifiquement. effectivement. Il y a des meetings partout dans le monde. Et moi, je me suis dit, je fais tout. J'essaie, c'est tout ce qui peut m'aider parce que là, sinon, je meurs. Tu sais, j'étais vraiment au bout de la souffrance. Comme je disais, il y a un bas fond qui s'éternisait, ça a duré des années.
Là, je me suis dit, OK, je prends tous les moyens possibles. Je suis allé consulter, je suis allé chercher de l'aide, j'ai rencontré d'autres dépendants, j'ai mordu dedans, puis j'ai pris cet élan-là à 28 ans. Puis je touche du bois en marbre. Ça fait 15 ans et quelques mois, puis j'espère que ça va durer encore au moins 24 heures. On verra après ces 24 heures-là comment ça va. C'est cool que tu dises 24 heures parce que dans ta lettre à l'alcoolique, tu dis prends ça un jour à la fois, tu vas avancer. Qu'est-ce que ça représente pour toi 24 heures, un jour à la fois? Ça dépend des 24 heures. Aujourd'hui, c'est un gros 24 heures parce que je fais de l'insomnie, puis je le sens, puis la fatigue, c'est mon ennemi. Donc là, aujourd'hui, je suis dans un 24 heures difficile. La route et tout ça, ça me rentre dedans. Mais en même temps, je suis plein de gratitude pour des choses importantes. Fait que ma fatigue d'aujourd'hui rend ma journée difficile, mais mes enfants sont en santé. J'ai des vrais amis. J'ai des gens qui se soucient de moi. J'ai réussi à accomplir quelques grands objectifs de vie que j'avais. Puis la gratitude, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que j'ai eu cette image-là qui m'est venue en tête un moment donné. Tu peux pas faire un hug à quelqu'un ou l'applaudir et te jouer dans le nombril en même temps. C'est physiquement impossible. Wow, Et au niveau spirituel, pour moi, c'est la même chose. T'sais. Si tu es en train d'éprouver de la gratitude ou de reconnaître quelqu'un, d'avoir de l'affection ou de célébrer quelqu'un qui se rétablit, ça va te tu sortir de débloques ta de ton souffrance. nombril. Exact, Ouais. exact. Tu vas sortir de l'apitoiement. Donc, pour moi, 24 heures, c'est un défi que l'on renouvelle. Si, quand j'ai décidé d'arrêter de consommer, moi, ce que je voulais, c'était juste pas mourir. Là. Je pensais pas que j'allais vivre de belles affaires, que j'allais publier des livres, faire des spectacles, faire des voyages, tout ça. Ça, c'était pas dans le contrat pantoute. Hmm. Moi, le contrat, c'était je fais tout ce que je peux pour survivre, pour pas mourir de cette dépendance-là que j'ai. Mais si tu m'avais dit, il va t'arriver plein de belles affaires, sauf qu'il faut que tu arrêtes pour 15 ans, je serais parti en courant les consommer. C'est sûr que j'aurais pas signé pour ça. C'est Mais fou. 24 heures, ça, je peux le faire. Mm. Aujourd'hui, je peux le faire, mon 24 heures. Demain, on verra. Un jour à la fois. Puis peut-être que je vais faire encore 2 ans, peut-être un autre 15 ans. Je connais du monde qui ont des 40, 50 ans sans consommer. Puis comment ils font? De la même façon que celui qui Ouais. a 2 mois, un jour à la fois. 10 minutes à la fois, des fois. Puis Oui, même, ben, c'est absolument. ça. 10 minutes à la fois. Il y a des. Oui, parce que quand on se rétablit, oui, il peut y avoir une période, le nuage rose, puis tu sais, dans les premières années, c'est comme wow, puis là, tu redécouvres la vie, puis tu sais, oui, j'ai vécu ça, mais tu vis aussi plein d'épreuves. Sauf que tu les traverses, les épreuves. Puis là, une fois que tu as fait ton premier Noël, ton premier anniversaire, ta première rupture, tes enfants malades, tes premières. Peu importe, là. Peu importe ce que tu vis de dur, une fois que tu l'as vécu sans consommer, tu sais que tu peux le Mm. C'est vivre sans possible. consommer. Moi, j'appelle Même ça des faire le petites tour choses. le tour de l'horloge. Une fois que tu as Mhm. fait, en général, c'est la première année. C'est Exact. ton premier Noël, premier anniversaire, première Saint-Jean. Après ça, tu as quelque chose à construire dessus. Mais c'est la même chose que quand tu fais ton 24 heures, ben, le lendemain, tu sais que c'est possible, tu en as fait un. Exact. Fait que, tu sais, après ça, ton premier week-end. Après ça, tu sais, Petit peu par petit peu. Qu'est-ce qui a changé le plus en toi? Si tu regardes le David il y a 17 ans, mettons, qu'est-ce qui a changé le plus en toutes ces années de sobriété? Wow, c'est une belle question. Ce qui a changé le plus, c'est une plus grande cohérence, vraiment une cohérence de qui je suis vraiment, dans le fond. Je pense que je ressemble beaucoup plus d'ailleurs. Tu sais, on utilise le terme rétablissement. C'est magnifique, ça, parce que c'est rétablir, mais rétablir quoi? Puis moi, je pense que c'est rétablir ce qui aurait dû être. Hmm. Tu sais. Ce que tu étais déjà à la Oui, base. mais j'ai aucun souvenir de ça. C'est ça. C'est peut-être, je sais pas, moi, quand que ça a cassé. Est-ce que j'avais 2 ans? Est-ce que j'avais 3 ans? C'est quand le jour où s'est installé en moi cette douleur et ce manque de foi qui a compliqué ma vie. J'ai pas de souvenir du moment, mais ce qui est clair, c'est que il n'y a pas un humain qui est conçu pour le malheur. Il n'y a pas un humain qui mérite de souffrir au point de se tuer lui-même, de s'autodétruire. Puis c'est ça la dépendance. C'est l'autodestruction, c'est la mort. C'est
quand on se rétablit, on peut dégager une joie de vivre, oui, tu sais, même si parfois c'est pas, tu sais, moi on le nommait, j'ai pas un accès facile, je suis pas un gros producteur de sérotonine, j'en suis conscient, mais c'est une forme de politesse aussi, tu sais, j'essaie d'être souriant, d'être accueillant, puis tu sais, dans la vie publique aussi, tu sais, il faut au minimum, tu essaies d'être agréable avec tes collègues, mais au-delà de ça, je crois que profondément, tu sais, puis on peut l'utiliser, le gros mot terrible de 3 lettres, je crois que mon âme n'est pas faite pour être malheureuse. Je crois que qui je dois être profondément n'est pas quelqu'un enfermé dans son sous-sol en train de s'autodétruire avec des pensées suicidaires en consommant. Je pense que je mérite mieux que ça. Tu mérites d'être heureux. Oui, au moins. Au moins, tu ne mérites pas ça. D'avoir du sens. Au clavier a du sens, au moins, tu sais, qu'il y a de la cohérence, justement. Donc, oui, tu sais, c'est important. Puis sans nécessairement que ce soit toujours le bonheur, toujours être heureux, au moins être dans la cohérence, au moins savoir que je respecte qui je suis profondément puis qui je veux être, exact. Ouais. Je pense que quand tu es arrivé il y a 15 ans, tu es allé au bout de tes souffrances. Tu sais, quand tu arrives au point où est-ce que tu veux en terminer avec ta vie, c'est comme, tu sais, been there, là, c'est comme, là, je veux me rétablir. Il y a des gens qui se décrivent comme étant alcooliques fonctionnels et qui disent, tu sais, moi, là, ça n'a pas des grandes conséquences dans ma vie. Puis j'ai un de mes amis d'enfance, il boit 3 bouteilles de vin par jour. Puis il me dit, moi, là, ça prendrait que ma blonde parte ou qu'il m'arrive pour que vraiment je me décide d'aller en thérapie. Fait que là, j'ai vu ça comme une ouverture qu'il sait qu'il y a un problème. Puis là, je lui ai dit, ben, je vais te le dire, là, tu vas mourir. Ça fait 3 ans qu'il boit 3 bouteilles de vin par jour. Puis là, j'ai suggéré d'aller voir le pavillon Pierre Pellado, thérapie pour hommes. Mais lui, il dit, j'ai pas de grosses conséquences. J'ai un bon travail, je gagne bien ma vie. Fait que, tu sais, quand on dit que c'est pas essentiel, là, un bas fond, là, mais quand tu arrives là, tu es prête à tout faire pour t'en sortir. Oui. C'est ça, là, je pense, la clé. Puis je pense que c'est ça qui nous unit, c'est qu'on est allé au bout de nos souffrances, puis que là, on le sait que si on reprend un verre, ça va nous ramener à la même place qu'on était il y a 15 ans. Pour ma part, ça fait 6 ans. Jean-Claude, ça fait plus de 30 ans, mais on sait que ça va nous ramener là. Est-ce que toi, tu sais que demain matin, là, tu prends un verre, ça te ramène là tout de suite? Je sais pas si ça va être tout de suite, mais d'après moi, ça va être assez rapide. Par contre, par rapport au bas-fond, on n'est pas obligé de tout perdre non plus, tu sais. Puis malheureusement, il y en a qui vont se rendre encore plus loin que nous, tu sais, dans cette détresse-là, puis dans cette destruction, puis parfois c'est irrémédiable. Puis il y a aussi des substances qui maganent vraiment plus, puis en ce moment... Aujourd'hui, il y en a... Aujourd'hui, c'est dégueulasse. Puis c'est je dirais la pharmacopée légale qui fait le plus de mal, le plus de dommages, dit le fentanyl, les compagnies. C'est quand même assez dégueulasse que ce soit fait en laboratoire. Mais bon, ça, c'est un autre dossier plus politique et structurel. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour l'instant, ton ami n'est pas prêt à voir que c'est un problème. Peut-être que pour lui, c'en est pas un. Mais si demain, c'en est un, il sait que toi, ça te préoccupe, puis tu vas pouvoir l'aider. Oui, puis tu sais, il nous écoute. Il a dit qu'il écoute les podcasts, puis moi, je me dis, il a peur de sortir de chez lui, right? Il est rendu comme encabané. Moi, je me dis, peut-être s'il écoute ça, puis ça lui donne un... C'est ça que je souhaite. Puis tu sais, on voulait parler de spiritualité aujourd'hui. Moi, il y a une des choses que je fais quand on fait une prière ou j'essaie de l'avoir dans mes pensées en me disant, peut-être un jour, il va arriver avec nous. Fait que c'est ça mon espoir. Mais pendant ce temps-là, quand je vais faire une marche avec lui le matin avant qu'il prenne un verre, ben ça m'a aidé aussi. Aujourd'hui, là, j'ai pas envie de consommer. Puis ça, c'est la magie du rétablissement. C'est en aidant, ben en réalité, on s'aide un petit peu soi-même. Fait que moi, je suis allé faire une session d'évolution comportementale basée sur le programme des 12 étapes, là, plan de match. Et quand j'étais là-bas, c'était dans un monastère. Fait que là, on est face vraiment à quelque chose de plus religieux. Et il y avait une revue religieuse, Le Verbe. Ouais. Puis là, c'est ta face, c'est David Goudreau. Fait que on est vraiment liés. Là. Fait que moi, je te suis. Il n'y a pas de coïncidence. Là. À travers les livres, les revues. J'ai ton livre avec... puis ça m'a gardé d'avoir ton livre. Là, t'as pas de téléphone à plan de match pendant 5 jours. Faut que tu déconnectes, ce qui est le plus dur pour moi. Fait que là, j'étais vraiment désespéré. J'ai lu Le Verbe. Okay? Faut pas être désespéré. C'est une très bonne revue. Une très belle revue. Mais honnêtement... C'est ça que j'ai réalisé. Premièrement, félicitations à ceux qui continuent de faire du... Puis c'est imprimé et tout. C'est vraiment de la qualité.
Dans l'article, là, tu parlais de la spiritualité, ta conception. Fait que là, j'ai dit à Ève, à Jean-Claude, j'ai trouvé ça extraordinaire, ta conception. Puis c'est là-dessus que je veux élaborer aujourd'hui parce que ça fait peur à Mais beaucoup ma de monde. conception a peut-être changé depuis Ouais. cette entrevue-là, par contre. Ça a fait évoluer. Je sais pas qu'est-ce qui t'avait marqué, toi, qu'est-ce qui te parlait dans... Toi, dans le contexte, tu savais que le verbe, c'était comme religieux, puis toi, tu as fait le lien avec... Toi, c'est comme l'univers, la nature dans lequel tu as comme une connexion à quelque chose qui est plus grand que toi. Mais qui peut être Dieu, qui peut être religieux. Puis j'ai eu des clins d'œil. Tu sais, moi, à l'école primaire, j'étais dans une école privée avec des religieuses aussi. Puis je pense que ça a eu un effet et positif et négatif. Il y a comme une espèce de proximité avec Jésus puis la chrétienté qui s'est créée là. Et il y a eu des gros clins d'œil dans ma vie de Jésus. Puis en même temps, je ne sais pas si je suis chrétien. Par contre, je respecte la démarche spirituelle, je respecte même la démarche religieuse. Mais comme disait un certain poète, c'est fébrile comme une chandelle, ma foi. Tu sais. Donc, j'ai des moments, justement, de contact conscient avec quelque chose qui me dépasse, puis wow, puis là, Ou je des vois... signes même, tu sais, des fois, on a des signes. Ah, énorme. Moi, j'ai eu des signes énormes. Puis c'est une des facettes de ma maladie, c'est que je suis tellement dans l'ingratitude On ne veut pas les voir, right? que parfois c'est évident, c'est clair que ça, c'était une expérience spirituelle puissante. Puis le lendemain matin, je vais me réveiller en disant est-ce que la vie, c'est de la merde? Ça m'empêchera pas Non, mais c'est ça. de tout remettre en question. Moi, je suis à la même place, David, puis il faut que je te le dise parce que quand je suis là-bas, je lis cette revue-là, puis là, c'est les 12 étapes, puis il y a l'aspect spirituel. Simon Desjardins, il dit c'est comme embarquer dans Barouette. Il faut que tu crois qu'il y a quelque chose qui est plus grand que toi. Moi, j'ai de la misère avec ça. Et le matin, moi, je suis un peu obsédé. Je suis un petit peu comme toi, là, obsessif-compulsif. Il faut que je parte courir à 5 heures du matin, puis j'étais avec un autre gars qui fait la session. On court, puis lui, il me dit qu'il avait demandé un signe à la vie, il y avait un chevreuil, puis là, pour l'histoire, on est en train de courir dans une rue résidentielle à Granby, et là, il y a 2 chevreuils qui arrivent devant nous. Directement, quand il a dit ça, il a dit c'est un signe. Là, je me suis dit, bon, il faut que je commence à croire aujourd'hui si qu'il y a c'était quelque à chose. Longueuil, ce serait déjà moins un signe, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À Granby, peut-être. Encore aujourd'hui, oui, ils sont encore là. Est-ce que tu as eu des signes comme ça? Ben oui. Énorme. Écoute, il y a effectivement un gars qui a beaucoup de rétablissement qui m'avait dit crois pas pour rien, demande les signes, puis tu vas sentir la présence d'une puissance supérieure dans ta vie. Puis moi, la puissance supérieure, à un moment donné, c'était juste d'être avec d'autres dépendants qui m'aident à me rétablir. Puis là, à un moment donné, c'était ma grand-mère, puis là, ça se déplaçait, puis j'ai eu des bouts. Je raconte une anecdote. Mon premier vrai voyage que je fais, 1 an de rétablissement, je me paye un vrai voyage, sac à dos. Je pars 1 mois en Europe, la France, l'Italie et tout. Je marche comme un fou, je vais voir les musées, j'ai des ampoules aux pieds. Le voyage se termine, je passe par Marseille, je vais au moins aller 1 fois à la plage. Je vais me baigner, je suis dans la mer, j'ai fait de la natation un peu, je vais loin des gens. Et là, je suis dans la mer, puis j'ai une espèce de moment de sérénité, de gratitude incroyable. Là, je me sens là, connecté. Puis je dis merci la vie, puis je me trouve quétaine à mort moi-même, puis c'est pas grave parce que wow, je suis en voyage, puis je peux faire ça sans consommer, ça fait 1 mois, puis la vie est bonne, tu sais. Puis là, je suis vraiment dedans. Je reviens sur la plage, puis je me dis, je vais me garder un souvenir de ce moment-là. Je ramasse une roche, c'est rocailleux. Je la tiens dans ma main, je la regarde pas, je dis non, c'est pas cette roche-là. Je la relâche, j'en reprends une autre, c'est celle-là, je regarde. Et sur cette roche, il y a un X parfait. Je peux vous l'envoyer peut-être en post-prod si vous voulez la mettre. Il y a un X dessus que tu peux voir comme une croix où tu es sur ton X et un cœur blanc. C'est une roche grise avec une croix blanche et un cœur. Puis je l'ai senti. C'est cette roche-là, mon message, tu sais, de ce voyage que je m'offre grâce au rétablissement. Puis ça, c'est arrivé plusieurs fois. Mais je pars tellement de loin. Tu sais, puis c'est pas une course, c'est pas le premier arrivé, c'est pas le premier qui fait 30 ans, c'est pas celui qui rayonne le plus ou qui a le plus. Non, tu sais, c'est pas le. Il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais la distance que tu parcours. Tu sais. Puis moi, de passer dans mon sous-sol, à 7 heures du matin, en détresse, à vouloir mourir, à être dans la mer, à trouver des roches qui m'envoient des signes, il y a eu du chemin, là. Tu sais, il s'est fait un bout.
Ça, c'était l'élan que je prenais au début du rétablissement. Les premières années, ça goûte bon, il faut croquer dedans parce que c'est là que tu prends ton élan. Mais j'ai réussi quand même, un jour à la fois, à accumuler assez de 24 heures pour donner un bon exemple à mes enfants, pour qu'ils poussent dread, pour être fidèle à ma blonde, pour avoir une bonne relation avec des gens importants autour de moi, pour... si je reviens à l'essentiel, tu sais, si je sors du brouhaha de la vie, du stress, de la carrière, de tout ça, non, le rétablissement, encore après 15 ans, un jour à la fois, continue de me nourrir et de m'en donner beaucoup plus qu'il m'en demande. Parce que malade comme je suis, si ça commence à, à me faire plus de mal que de bien, je vais être en danger. Tu sais. Mais si je suis assez honnête pour me dire, non, regarde, même dans les pires moments, c'était mieux que tu sois toute là, que tu aies la tête et le cœur clairs pour vivre tout ce que tu avais à vivre grâce au rétablissement et à l'abstinence. Voilà. Ce qui revient à gratitude encore. Mm-hmm. C'est J'aime beaucoup quand, au début, tu parlais de la différence vraiment claire entre l'abstinence et le rétablissement. Ça, c'est clair. Puis si on fait le lien avec les étapes, comme tu parlais, tu sais, la première étape est celle qui est synonyme pour moi de prendre la décision d'arrêter. Tu sais, c'est là que tu vois que tu es impuissant et que tu as perdu la maîtrise de ta vie. La deuxième, toi qui es un homme qui apprécie les mots, moi, j'adore les premiers mots de la deuxième étape. Nous en sommes venus C'est à pas croire. nous avons cru, nous croyons. Il y a un processus avec ces mots-là. Nous en sommes venus à croire. Puis c'est un petit peu ça que tu décris. Puis ça, c'est mon histoire. Puis c'est l'histoire de plein de dépendants. Tu sais, on croit pas, mais on a tout fait la fameuse, moi je l'appelle la prière du dépendant. Là. Christ est là, fais quelque chose, fais ça vite, parce que je suis capable. Là. Tu sais, on a tout, en tout cas, la plupart d'entre nous, on est passé par ce chemin-là, qui est la première prière, moi, que je dis qui est sincère de ma vie. Là, tu sais. Puis là, tu es sur le bord de vouloir passer à l'action, mettre fin à tes jours, tu n'es plus capable, bas fond, appelle-le comme tu veux, là, c'est le point commun qu'on a. Mais après ça, c'est comme, tu sais, d'être en contact, rétablir. Moi, j'aime ça, rétablir, c'est ça, c'est rétablir mes valeurs, l'homme que je suis. Quand tu décris l'homme que tu es, pas au niveau du succès de ça, tu sais, d'être le meilleur chum que tu peux, le meilleur parent que tu peux. Moi, ça, c'est mon but. C'est pour ça que je reste. Et puis, je suis entouré de gens que c'est ça qu'ils veulent aussi. C'est ça pour moi l'important. C'est pas la richesse, c'est pas la reconnaissance, c'est le fun. Mais il y a tellement d'expériences, c'est super intéressant ce que tu mets sur la table. Puis, il y a tellement d'expériences de dépendants, rétablissement, il y a tellement de France, puis tout ça, même si je suis un amoureux des mots, j'ai vraiment pas apporté... le mouvement m'a apporté beaucoup plus que je pourrais jamais apporter dans ce mouvement-là, parce que c'est d'une richesse incroyable. Mais j'ai envie de le réécrire. Non, exact. J'ai pas envie de le réécrire, mais il y a une phrase qui m'est venue, qui m'a beaucoup aidé. Puis probablement que ça a été dit ailleurs autrement, mais moi, comment qu'elle est montée, le rétablissement, c'est pas de bien aller, c'est de bien réagir quand ça va mal. Parce que souvent, quand on commence à se rétablir, on a besoin de voir des gens qui vont bien, qui fondent une famille, qui ont des beaux chars, qui ont des ci, qui ont des ça, tu sais. Mais à un moment donné, avec le temps, tu te rends compte que ça, c'est des cadeaux, c'est des à côté. Le vrai rétablissement, c'est quand tu apprends à bien réagir quand ça va mal. Puis tu peux pas bien réagir à chaque fois, mais que tu augmentes ta moyenne au bâton. Tu sais, moi, je pouvais systématiquement aggraver une situation. Maintenant, je l'aggrave à moitié, puis je reviens, je rétropédale un peu, puis j'arrive à réparer des choses. Je sais pas pourquoi tu parles de baseball, mais il y a quelqu'un qui m'a donné spécifiquement cet exemple-là, puis il m'a dit, Angelo, tu pourras pas frapper 1000, mais un bon frappeur, il frappe 300. Là, je me suis dit, 300, je suis capable. Mais 1000, oublie ça, là. Impossible. C'est impossible. Je veux dire, on n'est pas parfait, puis on le sera jamais. C'est d'essayer de s'améliorer. Exact. On ne pourra jamais non plus réparer tout le mal qu'on s'est fait ou le mal qu'on a pu faire quand on était dans l'actif. Mais on peut indirectement faire encore plus de bien. Je pense que, ultimement, oui, on peut arriver à mettre plus de lumière et de beauté dans le monde qu'on a vécu de noirceur et de douleur. T'sais. Puis on a des outils pour ça. Puis, moi, je veux le dire, la spiritualité,
la façon la plus belle et la plus concrète de la vivre, c'est les amendes honorables, c'est réparer directement ou indirectement. Moi, j'ai vécu des moments magiques avec ces réparations-là. Euh, Parfois, c'est épeurant. Parfois, ça demande de s'exposer, mais le courage, c'est pas de pas avoir peur, c'est de le faire même si on a peur. Et ça m'a permis de renouer avec certaines personnes, puis parfois juste de venir clore une relation qui... Arrêter de vivre la honte, de culpabilité face Mais à quelque chose. Exact. c'est quoi, dans le fond, quand tu as arrêté de consommer, là, c'est quoi que tu avais vraiment là, envie de réparer ou quelque chose que tu es vraiment fier que tu as réparé avec peut-être une personne ou. Donne-nous un exemple concret. Là. Je peux y aller très, très concret. Il y a des... mais tu sais, il y a eu de belles, je crois, grandes amendes honorables, mais je crois aussi que l'anonymat est une valeur spirituelle et de toute façon, dès que on l'expose, d'une certaine façon, ça peut perdre la valeur. Donc, je vais y aller très, très simple. Une des dernières que j'ai faites, mais que j'ai trouvée juste belle, un ancien ami de consommation que j'avais volé. On était dans un bar ensemble, il s'est levé, puis hop, il y a des choses qui sont tombées de ses poches. Et moi, j'ai ramassé ça, puis c'est devenu à moi, tout simplement. Et pourtant, c'était un gars que j'estimais, c'était un ami pour vrai, j'ai de l'amitié pour lui. Mais moi, dans ma tête de dépendant, il y a de la drogue gratuite. C'est la priorité. Ça s'arrête là. Exact. Drogue gratuite, tchou, ramasse, tu sais. Et par hasard, je suis retombé sur ce gars-là qui travaillait dans un commerce, vraiment par hasard. Puis j'étais content de le voir. Il était content de me voir. Puis là, salut, t'attends, on jase un peu. Puis exactement, comme le souvenir revient, j'ai dit, hey, tu l'as arnaqué, tu l'as volé. Puis là, je repars, puis ça me trotte dans la tête. Puis là, je me dis, ouais, mais en même temps, tu sais, c'était de la dope, Puis, c'était à lui, c'était son argent, c'était son affaire. Fait que le lendemain, en plus, j'avais mon gars avec moi, tout ça. Je fais un détour. J'allais le voir, j'écoute, je me souviens plus c'était quoi la quantité, la valeur de tata. Je dis, mais tiens, puis il dit, non, oublie ça, man, ça fait longtemps. Non, tu sais, moi, ça va me faire du bien. C'est significatif. Exact. C'est une petite réparation de rien, mais je veux que tu saches que je sais que ce moment-là, j'étais un crosseur, j'étais malhonnête, j'ai trahi notre amitié. C'est ça, en fait, la réparation, bien plus que de redonner un montant X, là. Mais il y a quelque chose de concret, tu sais. Plus que des excuses. Il faut aller au-delà des excuses. Il faut réparer, ne pas répéter. Il ne faut pas que ce soit juste des paroles. Il faut qu'il y ait une action. Est-ce qu'on l'a dit, excuse-moi, on l'a tellement dit pendant qu'on buvait. Ça tu fais juste me redonner la permission de recommencer. Oui, c'est ça. Exactement. Ce que j'ai appris au niveau des étapes puis de cela, les amendes honorables, c'était vraiment aussi le principe de l'attrait, tu sais, par l'attrait de changer, puis les gens autour de nous, ben, ils vont voir ce changement-là. Puis je pense que c'est ça qu'ils veulent. Parce qu'on peut dire, comme tu as dit, Ève, on peut le dire pour la millième fois, je m'excuse pour qu'est-ce que je t'ai fait. Ça peut être à ta conjointe, par exemple. Mais si tu recommences dans les mêmes comportements, ben, l'excuse, elle vaut rien. Fait que dans le fond, c'est par l'attrait, tu sais, c'est des fois de changer, devenir une meilleure personne, essayer de faire de son mieux. Puis là, les gens autour de nous, ben, ça a un impact. T'sais, autant qu'on va affecter des gens en consommation, je suis convaincu qu'en rétablissement, là, on peut en inspirer plein. Puis tu es un modèle incroyable parce que, un peu comme nous, toi, à un autre niveau, tu le fais publiquement. Là, tu as parlé d'anonymat. Il y a bien des gens qui vont critiquer, exemple, le fait que nous, on parle de notre expérience publiquement. Des fois, on va nommer des fraternités. Moi, je pense que c'est essentiel qu'il y en ait un petit peu de ça. Sinon, comment est-ce que les gens font pour savoir que ça existe? Fait que toi, c'est quoi ta vision de ça, l'anonymat? Wow, c'est une très, très bonne question. Je pense que c'est une tradition importante. D'ailleurs, comme j'ai dit, moi, j'ai pris tous les moyens à ma disposition possibles, mais je comprends pourquoi les fraternités anonymes ont ce principe-là, ont cette tradition-là, parce qu'on ne sait jamais, justement, à quelles 24 heures on va s'enfarger, de un. De deux, on peut subir une campagne de salissage très injustifiée, puis les gens vont penser que t'es un tout croche, puis que si c'est ça le rétablissement, j'en veux pas. Parce que ça se pourrait que dans X années, quelqu'un qui a voulu se rétablir, inspiré par toi, apprenne que t'as rechuté, puis que là, ça vienne le justifier. Donc, moi, je pense que c'est important de parler de toutes les ressources possibles. Les maisons de thérapie, c'est important. Les psys, c'est important. Les psychiatres, c'est important. Les fraternités, c'est important aussi. Et comme je le dis dans la lettre,
prends tous les moyens possibles pour prendre soin de ton cœur, ta tête et tes dépendances. Tu sais. Donc, voilà, pour l'anonymat. Puis, pour moi, au-delà, justement, de faire attention quand on s'identifie ou si on fait partie d'une fraternité ou pas, ou peu importe, au-delà de ça, je pense que c'est aussi un principe spirituel, justement au niveau de l'attrait. Quand quelqu'un pose des actions anonymement, tu sais, ce qu'on fait aujourd'hui, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va avoir envie de faire un 24 heures de plus ou qui va avoir envie d'aller chercher de l'aide. Puis c'est précieux, puis je suis content de le faire. En même temps, le fait que ce soit public retire ce principe spirituel de la démarche versus si j'organise mon horaire pour aller chercher quelqu'un en détresse puis l'amener dans une Faire ressource. un lift, comme on dit. Exactement. Faire du café pour l'accueillir dans un lieu où d'autres dépendants vont pouvoir l'aider. Si je prends le temps de répondre à travers tous mes courriels, puis je suis crevé, puis je suis claqué, OK, il y a quelqu'un, un dépendant, je reconnais sa détresse, je vais prendre le temps. Tu sais. Et anonymement, il y a une beauté. Il y a une beauté dans l'anonymat aussi. Mais je suis d'accord avec ton point de vue. C'est important d'en parler, de nommer les ressources, de dire que ça existe. Puis voilà, fait que c'est un peu de naviguer. C'est de naviguer là-dedans. Mais tu sais, dans le rétablissement, moi, je me rappelle au début, quand je suis allé faire un premier meeting, là, j'étais en thérapie au pavillon Pierre Péladeau, il t'amène faire des réunions, puis je pense que c'était dans l'hôtel de ville à Valmorin, puis il y avait un membre qui avait dit, qui partageait, il avait dit, essaye de faire quelque chose pour quelqu'un sans le dire à personne. Puis je suis d'accord avec ce principe-là. Tellement parce que j'en ai fait beaucoup de choses comme ça, mais je pense que les deux peuvent bien vivre de façon parallèle. Tu sais, de dire, ben nous, on en parle, comme ça, on est capable de changer aussi les visages de c'est qui un alcoolique puis un dépendant. Ça se peut que tu sois fonctionnel. Ça se peut aussi que tu aies un problème. Puis voici ce que moi, j'ai fait. Puis effectivement, nous, notre démarche à Grain d'Espoir, c'est peu importe la façon que tu as choisi, on la respecte. Ouais. Moi, quand j'ai commencé à faire le DJ sobre, j'avais 11 jours, puis je jouais avec Elton John. Puis lui, il pète son anonymat, mais tu sais, je ne savais même pas qu'il était sobre. Puis ça m'a aidé, ça, de voir que quelqu'un comme Elton John, que je mets sur un piédestal, que je vois comme grand et fort, que lui, il a le même problème que moi, les mêmes souffrances, les mêmes détresses que moi, puis qui réussit à se rétablir, puis à chanter sur le stage aujourd'hui, comme moi, je vais réussir pour la première fois de faire le DJ sobre à 11 jours, les mains de même, mais pareil, tu sais. Ouais. Fait que il y a quelque chose d'influent. Je pense que les temps ont changé depuis 1935, puis c'est important de garder l'anonymat justement parce que si, touchons du bois qui est en marbre, je rechute demain, puis que je parle tout le temps de la sobriété, ben peut-être que je pourrais justifier une rechute pour quelqu'un. En même temps, Grain d'Espoir comme toi, on aide la détresse. Parce que les gens, même si tu te rétablis, même si tu es sobre depuis X nombre d'années, tu peux quand même vivre de la détresse, des troubles de santé mentale, de la détresse, du stress, de l'anxiété. Je veux dire, il y a plein de choses qui viennent avec ça. Puis là, tu la fuis plus, tu peux plus la geler. Fait que c'est le fun de pouvoir parler de ça puis de peut-être aider quelqu'un pendant la petite heure qu'on passe ensemble. Absolument, oui. Puis si tu me permets, excuse-moi, Vas-y. mais juste aussi, il y a l'idée derrière Balzac qui disait hein, plus tu juges, moins tu aimes. Donc, on peut réfléchir à cette question-là. On peut émettre des hypothèses, mais en même temps, on ne devrait pas juger entre nous, les personnes qui décident de conserver et de préserver leur anonymat et qui y tiennent, parce qu'il y a aussi des gens plus ou moins connus dont on a brisé l'anonymat publiquement, puis c'était inacceptable. C'est déjà autre chose de nous dire, moi j'assume que je suis un alcoolique, un dépendant. Après, comment je me rétablis, si tu veux le savoir dans le détail, écris-moi, je vais te donner des adresses, puis je peux peut-être même t'accompagner, ça me fait plaisir. Mais le bout de nommer notre dépendance, ça c'est personnel. Et on n'a pas à juger ceux qui préfèrent le garder pour eux. Est-ce que toi, tu as déjà regretté de l'avoir fait? Est-ce que tu t'es déjà dit, merde, j'aurais dû le faire comme plus, j'aurais dû garder ça privé? Non. Ça, c'est déjà arrivé que je me pogne avec des gens de ma famille même qui pensaient que j'étais mieux de le taire, que c'était plus stratégique, surtout dans les premières années. Mais non, moi je tiens à le dire. Puis dans le même ordre d'idée, je tiens à le dire que même après 15 ans, j'ai vécu des années crissement rough, tu sais. Puis que c'est correct, puis que le rétablissement, c'est ça aussi, que c'est pas toujours beau, mais c'est beau.
puis c'est lumineux, puis ce serait vraiment plus laid sans cette démarche-là, tu sais. Donc moi, j'assume, je suis alcoolique, je suis dépendant, je me rétablis, j'ai pris plein de moyens. Si tu veux savoir comment, contacte-moi, je vais te l'indiquer clairement, en respectant justement la tradition de l'anonymat. Mais au-delà de ça, je suis prêt à dire publiquement que les 12 étapes, ça fonctionne en tabarnak, que voir un psychologue, c'est pas une mauvaise idée, qu'un psychiatre non plus, puis qu'éventuellement, Effectivement. plus tu mets des choses en place, mieux c'est. Parce qu'on a tous fait ces efforts-là quand on buvait ou quand on consommait. Combien d'efforts qu'on faisait pour Se avoir détruire. pour avoir notre consommation, pour pouvoir l'acheter. On volait, on mentait, on crossait, on faisait tout en notre pouvoir. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose en rétablissement pour se rétablir? On pense que non, ça devrait être aucun effort, mais Christy, c'est comme si tu n'avais pas de job à temps plein quand tu consommais. Moi, je me levais le matin, tout était basé là-dessus. Là. Exact. C'était Tout mon trois horaire. jobs en même temps. Ah oui, c'était une job à temps plein. Là. Mais- Puis je n'étais pas payé. Il y a une lecture, il y a une lecture dans un que j'aime beaucoup qui est Comment ça marche. Puis la première phrase, c'est si vous désirez ce que nous avons à offrir et vous voulez faire l'effort pour l'obtenir. On Exact. te le dit tout de suite qu'il y a un effort à faire. Je vais revenir sur la notion d'anonymat. Il y a quelque chose, toi, qui est un amant des mots. Anonymat, ça veut dire pas de nom. Tu sais, l'étymologie, étymologique, racine, ouais. c'est ça. Donc, la confidentialité, qui est un autre principe, souvent, tu sais, la ligne est mince entre l'anonymat et la confidentialité. Pour Ben, moi, c'est un peu de porter le message sans pointer le messager. ben, il y a parfois. ça, puis il y a aussi la notion, puis ça, moi, elle est non négociable, c'est que n'importe qui traverse la porte d'un meeting ou qui demande de l'aide, que tu sois jeune, vieux, blanc, noir, gay, straight, moi, je vais t'accueillir de la même façon. Mhm. C'est ça pour moi qui est la vraie notion derrière l'anonymat, que tu aies le temps d'abstinence que tu veux. Ça aussi, c'est... Des fois, on dit « il y a du temps, il n'y a pas besoin d'aide ». Non, regarde, c'est souffrant à 30 ans clean. Mhm. Ah ouais, Tu sais, clairement. c'est comme... C'est les principes au-dessus des Ben personnalités. voilà, c'est ça. Exact. Moi, pour moi, la notion d'anonymat, c'est beaucoup plus ça que tout le monde est égal dans une salle. C'est comme, je vais accueillir tout le monde de la même Puis, façon. vu que tu parles de ça, j'ai envie de revenir à la lettre de David parce qu'on arrive vers la fin. Déjà, on arrive vers la fin. On en aurait pris 3 heures, mais David, Je reviendrai, on On- fera By des the way, saisons. on sait que Yes! on sait que tu es un gars vraiment occupé. Je sais que tu es un gars aussi impliqué dans le rétablissement parce que j'étais allé partager une fois à Repentigny au congrès, puis c'est toi qui partageais, c'était le partage là, principal à 7 heures. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça m'a réconcilié avec la vie de. Tu es un gars occupé, tu n'avais pas le temps de venir sur notre podcast, mais tu avais le temps d'aller dans un congrès, puis c'est ça qui est important. C'est ça qui est important pour moi. Je te le dis sincèrement, tu as pris le temps d'aller à Repentigny pour partager à une gang d'alcooliques qui avait besoin d'entendre ton message. Fait que dans ta lettre, là, tu dis OK, ta détresse est exceptionnelle, tu es unique, mais tu n'es pas seul. Fait que c'est quoi que ça représente pour toi, tu sais, tout ça, là? La fratrie, fraternité, groupe d'appartenance. Ben, le T'es pas seul est magnifique. Puis j'ai eu la chance, ça permet de faire un lien. Tu sais, j'ai dit, après 1 an d'abstinence, j'ai fait mon premier vrai voyage. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé et je suis allé rencontrer des dépendants et des alcooliques au Japon, à l'île de la Réunion, en Suisse, en France. Il y a des dépendants qui se rétablissent partout dans le monde. Donc, plus jamais seul, tu sais. Puis, effectivement, peu importe où tu vas aller, tu peux être accueilli. Puis moi, j'essaie de le faire aussi. Tu sais, parfois, exemple, après un spectacle, bon, je signe, tout ça. Il y a une fatigue qui est là, il faut que je reprenne la route. Le lendemain, je suis à Gatineau, peu importe. Tu sais. Puis s'il arrive quelqu'un dans le fil qui me dit hey, bon, 24 heures, peu importe, le temps s'arrête quelques secondes. Ouais. Tu sais, c'est comme, OK, on connecte, c'était là. Puis moi, j'ai rencontré au Japon un dépendant japonais qui n'aurait pas pu être plus différent de moi que ça, dans son habillement, dans son âge, dans son attitude. Et pourtant, on arrivait à peine à se comprendre avec quelques mots d'anglais et on a connecté et j'ai senti qu'il venait du même enfer que moi, qu'il se rétablissait avec les mêmes outils que moi et que c'était un frère de rétablissement. Puis, il y a un fil invisible qui nous unit, c'est incroyable. Voilà. Puis tu sais que même si tu ne parles pas avec tes amis de rétablissement à tous les jours, il y a quelque chose qui fait en sorte que tu sais qu'ils sont là. Comme moi, je me sens quand même redevable à tous les jours à ces gens-là.
Puis des fois, c'est eux qui m'appellent en pensant qu'ils vont me déranger pour me parler que ça va pas bien. Mais à chaque fois, c'est eux qui m'aident. Je pense que c'est... Tu sais, quand tu dis « je veux me rétablir », ben tout seul, c'est vraiment plus difficile. Puis on a accueilli des gens là, sur notre podcast qui se rétablissent seuls. Fait que ça se peut. Ouais. Mais c'est Mon crissement plus ancienne tough. belle-mère a fait 40 ans chez Seule. elle. C'est White comme knuckle. wow, c'est admirable aussi. C'est admirable aussi. Mais ça peut être plus doux, effectivement, avec des gens qui t'accompagnent, qui peuvent te donner non seulement des trucs, mais de l'écoute. Et peu importe le moyen que tu prends, c'est une bonne idée d'enlever la consommation de ta vie si ta vie est salie ou gâchée par l'alcool ou les substances. Souvent, dans la société, il y a une perception qui est stigmatisante de la dépendance. Est-ce que tu penses que la perception est en train de changer depuis les derniers mois, années peut-être? La perception est en train de changer par rapport, je pense, surtout aux alcooliques et aux dépendants qui se rétablissent. Je pense qu'on est accueillis et appréciés. Par contre, la consommation change et je ne crois pas qu'on ait le même accueil pour nos frères et sœurs en ce moment assis sur le trottoir au métro Berry-UQAM avec des drogues très dures, très dommageables et tout ce que ça entraîne au niveau de difficultés des fois de covoisinage. Parce que c'est eux aussi. On est très près de eux et de elles, exactement. Oui. Et il y a des réalités, où je suis allé à Vancouver, des quartiers complets là, où la drogue fait des ravages, domine, c'est hallucinant. Puis, je ne sais pas à quel point, comme société, on est prêt à aller chercher ces gens-là, à les accueillir, à faire les efforts. Je me demande même, comme dépendant, jusqu'où on est prêt pour aller les accueillir puis les chercher aussi, ces personnes-là. Mais accueillir au-delà de et chercher, l'attrait. c'est deux choses différentes. C'est ça, c'est l'attrait plutôt que la Ça. réclame. Quand ils arrivent, là, on va les accueillir. Mais d'aller les chercher, il y a des travailleurs sociaux extraordinaires, des travailleurs de rue. Mais il y en a Moi, pas je assez. leur lève mon chapeau. Là. C'est comme ils font Mais un job l'accueil extraordinaire. là, dans des réunions, c'est ça le plus important. Puis j'avais cette discussion-là. Cette semaine, je suis allé faire un meeting. Puis j'ai dit, on dirait qu'il y a certains meetings qui ont de moins en moins d'accueil. Fait que là, tu arrives dans certaines places, il y a comme un petit peu des clics. Il y a des clics, c'est ça. Puis ça devient comme un genre de gros party, là, les meetings. Certaines fraternités, un peu plus que d'autres. Je trouve que le plus important, quand moi, je suis arrivé il y a 6 ans dans une salle, c'était la personne qui m'a accueilli. Je m'en rappelle encore c'est qui, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Tu rentres pas là avec une stepette, là. Tu rentres pas là avec le sourire d'en face. Là. Moi, j'avais tellement honte là, quand je suis rentrée. Je voulais pas qu'on me parle, je voulais pas me faire reconnaître. J'avais un hoodie sur la tête. C'était comme... Non, la honte totale. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, ça, je suis pas capable. Une bouteille de vodka, j'ai pas... Hey, c'est tough. Puis ils m'ont accueilli, puis ils m'ont aimé tout cassé comme j'étais. C'est fou, là. L'accueil, c'est super important. Très important. Et en même temps, ce que tu décris, je ne veux pas démoniser une ou des fraternités, mais c'est même pas les fraternités. Puis c'est le rôle, la notion d'anonymat, c'est ça. C'est que ce groupe-là, quand tu le visites pour la première fois et tu n'as pas eu d'accueil, c'est facile de dire cette fraternité-là n'a pas d'accueil. C'est pas vrai. Non, effectivement, il y en a peu importe la fraternité, mais je trouve que de façon générale, parce que je me promène aussi pour aller partager, souvent on me demande de partager, puis je réalise qu'il y a des places qu'il y a un peu plus d'accueil, mais il y en a de moins en moins. Puis, tu sais, il faut se rappeler, quand nous, on est arrivés, peut-être que j'aurais viré de bord si j'avais vu juste des clics, puis je me serais senti pas à ma place. Je trouve que... encore, il y a tout le temps, il y a un membre qui parlait, lui, il s'assoit à côté du nouveau. Il voit que cette personne-là, justement, parce qu'il y a des clics, il voit que cette personne-là ne fait pas dans aucune clic, donc c'est un nouveau. Ouais. Il allait s'asseoir à côté, puis il jasait avec lui pendant le meeting. Je vais essayer de faire cet effort-là, parce que si je dis que c'est un problème, peut-être que moi aussi, je peux faire partie de la solution. Mais il ne faut pas oublier que le nouveau, c'est le plus important. Oui. Puis c'est eux qui nous gardent aussi, parce que quand on voit le nouveau arriver, ça nous rappelle un petit peu comment on est arrivé. Fait que, en conclusion, là, parce qu'on arrive vers la fin, puis on sait que tu dois aller faire une belle conférence. Merci de m'avoir accueilli. Ouais. Voilà, je me suis senti accueilli dans votre groupe. Oui, absolument. C'est chaleureux ici, en passant. Il fait très chaud dans le studio. C'est très chaleureux. Fait que c'est très, très chaleureux. En terminant, là, de quoi es-tu le plus fier là, en 15 ans? Puis on sait que tu as eu un succès incroyable dans ce que tu entreprends comme auteur, mais
au niveau de ta vie, là, je sais que tu es aussi papa, mais c'est de quoi que tu es le plus fier? Ouais, c'est ça. C'est mes enfants ne m'auront jamais vu en état de consommation. Ça, c'est extrêmement précieux. T'sais. Ma grande va avoir 10 ans déjà. T'sais. Je me dis, wow, ma fille a 10 ans. Puis jamais elle m'a vu vomir, débouler les marches, pogner les nerfs de façon complètement inadéquate ou violente. Ils m'ont toujours connu avec le regard clair, en tendant vers la meilleure version de moi-même, que j'atteins rarement, mais je tends souvent vers ça grâce à des amis de rétablissement, puis grâce à des gens qui, avant moi, ont tapé cette trail-là, ce sentier-là, en bon français, du rétablissement. C'est important. Un jour à la fois, fais de ton mieux, puis attends. Puis s'il y a des saisons où les fruits poussent pas, c'était peut-être que tu avais de la jachère à faire, puis qu'il faut que tu attendes. Ça va revenir parce qu'il y a plein de cadeaux, il y a plein de belles surprises. Puis peut-être s'accueillir aussi soi-même là-dedans. Tu sais. Voilà. C'est un très bon point. Tu es tellement inspirant, c'est incroyable. Moi, en tout cas, tu m'inspires beaucoup, puis ça m'aide à rester sobre aujourd'hui. Je te retourne le compliment. Merci, Ève. Merci à toute l'équipe. C'était vraiment une très, très belle rencontre. Merci. Oui. Puis là, on sait que David, il a accepté de revenir nous voir à un moment donné. Fait que c'est un C'est enregistré. Fait que merci, on sait que tu es occupé. Tu t'en fais une conférence dans une école tantôt. Fait qu'on t'apprécie énormément. Merci d'être cette lumière-là, tu sais. Puis c'est très inspirant de t'entendre. Puis tu es très humble. J'aimerais ça avoir le même genre de parler que toi. C'est incroyable, les mots. On pourrait boire tes paroles. C'est juste de la pratique. Parle souvent. Dans la douche, au sandwich, tout le temps. Quand je vais être grande, je vais être comme toi. C'est bon. Fait que, merci de nous laisser un petit commentaire, peut-être partager l'épisode. Envoyez-le à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message-là. Envoyez ça dans son Messenger, peut-être par message texte, puis dis « Hey, écoute ça, peut-être ça va te faire du bien. » À la prochaine!